Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la Présidente Caroline Delga qui nous fait l'honneur de sa présence pour ce troisième Salon des maires, cette troisième édition qui est organisée donc, ici à Mende, en partenariat donc, avec la mairie de Mende, l'association des maires et le centre de gestion de la fonction publique territoriale. C'est un plaisir de vous recevoir Madame la Présidente. Un plaisir, j'espère qu'il sera partagé. Donc au Salon des maires, maintenant tout le monde sait ce que c'est, comment ça fonctionne. Moi je voulais surtout insister sur trois points principaux. Vous saluez bien sûr toutes et tous la présidente du département, monsieur le député, monsieur le préfet, monsieur Jean de Lescure, donc, qui représente l'association des maires. Et je crois que j'ai oublié personne. Alors les maires, bien sûr, madame la sénatrice, et l'ensemble des élus locaux et techniciens, responsables administratifs des collectivités. Je voulais insister sur trois points. Le premier, c'est qu'on a changé un peu la façon de faire pour être plus opérationnel. Cette année, un thème central qui sera autour de la santé. Et dans ce cadre-là, donc, on a demandé à l'IFOP de réaliser un sondage, un échantillonnage sur le département de la Lozère, pour savoir quel était le ressenti des Lozériens vis-à-vis de la santé. Et donc on aura le directeur général de l'IFOP qui arrive en fin de matinée et qui va, début d'après-midi à 14h, nous présenter le résultat de cette enquête. Et ça nous permettra peut-être à l'étape à venir de faire progresser nos besoins pour répondre au mieux, bien évidemment, aux besoins de la population. Le deuxième élément, c'est qu'on a toujours, bien sûr, toutes les entreprises, les institutions qui sont représentées à ce salon, donc c'est pour moi une excellente chose. Et enfin, on a modifié un petit peu la formule aussi pour raccourcir un petit peu le soir. Il y aura simplement un apéritif dînatoire en fin d'après-midi pour ceux qui veulent repartir chez eux, bien évidemment, après cette journée intense. Je voulais insister aussi sur un point, c'est qu'aujourd'hui on va parler de santé. C'est le sujet, vous le verrez dans l'enquête qui a été faite, c'est le sujet qui est central pour les Lozériens, donc c'est le sujet qui est central pour les collectivités, bien sûr, pour les maires, pour les élus. On doit essayer de répondre le plus possible, le mieux possible aux besoins de nos populations, et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème cette année. Je voulais insister sur un point qui est passé inaperçu tout le long de l'été, mais qui est le fonctionnement de l'hôpital Lozère, du pôle de Mende, où, contrairement à ce qui a pu se passer dans à peu près 60 à 70, 60 à 65% des hôpitaux de France et de Navarre, il y a toujours un service qui a fermé ponctuellement la nuit, partiellement. Ici à Lozère, l'hôpital Lozère, il a tenu tout l'été. Et donc je voulais insister là-dessus parce que, comme il est situé au centre du département, l'hôpital de Mende est situé au centre du département avec ses pôles de Riotor et de Marvejols, on a un certain nombre de services, des urgences, de réanimation, de pédiatrie, de maternité, etc. Et donc il n'y a pas eu de fermeture tout au long de l'été. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, de saluer et d'applaudir ces professionnels de santé qui ont été extraordinaires. Bonjour à tous et à toutes. Mangez bien le micro. Monsieur le préfet. Prenez-le. Oui, je vais le prendre. Voilà. Monsieur le préfet, madame la présidente de région, madame la présidente du département, madame la sénatrice, monsieur le député et mes chers collègues élus de la Lozère. Alors je suis très heureux de vous accueillir au nom de notre association des maires et élus de la Lozère pour ce troisième salon. Madame la présidente de région, je vous remercie de profiter de ce moment privilégié pour venir à la rencontre des maires lozériens qui auront certainement beaucoup de choses à échanger avec vous. Alors ce salon, Laurent l'a rappelé, est le fruit d'un partenariat entre notre association, la ville de Mende, et le CDG 48.
Et Laurent, je te remercie de nous accueillir en tant que maire dans ce magnifique espace Georges Frêche. Et en tant que président du CDG, je te remercie de notre collaboration pour l'organisation de ce salon. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cet événement et qui permet de nous rassembler, les élus et les acteurs locaux, nos partenaires qui sont nombreux et que je salue également aujourd'hui, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. On a d'ailleurs 60 stands à l'étage en dessous où on pourra rencontrer nos partenaires, on pourra échanger, on pourra peut-être même régler certains problèmes. Voilà, c'est le but de ce salon. Alors cet après-midi, thème de la santé. Je pense que c'est une des préoccupations de chacun d'entre nous. Notre territoire est confronté, comme dans la France entière aujourd'hui, à une pénurie de médecins, de spécialistes, de personnel médico-social. Malgré les mesures d'accompagnement que porte le Conseil départemental depuis de nombreuses années, qui porte ses fruits, mais c'est encore pas suffisant. Alors cette problématique, je le disais, elle est plus réservée au monde rural. À un moment donné, elle était réservée au monde rural. Aujourd'hui, c'est tout le pays qui est touché. Et donc, peut-être que du coup, nous aurons une carte à jouer sur des territoires comme les nôtres, où la qualité de vie qu'on pourra proposer, eh bien, ça peut peut-être nous permettre d'être plus attractifs. Et si on accueille de nouvelles populations, peut-être qu'il y aura des médecins dans la nouvelle population, en tout cas des praticiens. Et je crois que là, je parle de ça parce que notre territoire est devenu attractif, parce qu'on a une bonne qualité de vie, on a une bonne qualité de vie parce qu'on a la fibre sur la totalité du département. Et merci aux deux présidents, parce que la fibre, vous n'êtes pas pour rien. Je pense qu'il y a aussi un réseau de transport qui, bon, j'en reparlerai, mais qui est quand même de qualité, une offre d'accueil pour notre jeunesse, une offre culturelle, c'est tout ça qui fait que notre territoire peut être attractif. Alors enfin, afin de travailler en adéquation avec les besoins de notre territoire, il y a cette étude dont a parlé Laurent, qui va nous éclairer, parce qu'on va avoir le témoignage de plus de 500 Lozériens qui ont répondu à ce sondage de l'IFOP, et ça sera sûrement très enrichissant. Les deux ateliers qui suivront également. Et donc ce retour d'enquête, eh bien, va nous permettre probablement de nous aider à fixer le cap des politiques à mettre en œuvre à l'avenir. Alors en tant que maire, oui, je pense qu'on peut quand même rappeler le rôle majeur que nous avons tenu dans le cadre de la crise du Covid. Et je pense qu'on est vraiment des partenaires indispensables pour la mise en œuvre des politiques publiques. Et je crois que cette actualité, ça a été compliqué, mais ça a rappelé quelque part que la proximité reste un gage d'efficacité. Alors la santé, pas notre seule préoccupation d'élu, bien sûr. Je pense à l'eau, parce qu'avec les conditions climatiques qu'on connaît, sa rareté, sa salubrité, son usage, c'est une inquiétude dans nos communes. Une autre inquiétude qui est partagée par certains, pas par d'autres, le transfert obligatoire de la compétence de l'eau aux EPCI. Ça inquiète beaucoup de maires. Moi je trouve dommage qu'on n'ait pas laissé le choix aux maires, parce que je pense que c'était les mieux placés pour savoir quelle était la meilleure manière de gérer l'eau. Je pense que tous les maires, quelle que soit l'organisation dans leur commune, eh bien, sont vraiment très impliqués, et c'est vraiment une priorité pour eux de pouvoir distribuer de l'eau de qualité. Et après l'organisation qui va avec, certains territoires se prêtent à la mutualisation, d'autres s'y prêtent moins. Voilà, je pense que le choix aurait été salutaire, et c'est comme ça. Une autre inquiétude, c'est le coût de l'énergie, parce que nos budgets sont très impactés par ce coût de l'énergie. Je pense qu'on est tous très mobilisés pour essayer de trouver des solutions de consommation vertueuse et la plus économique possible. Je salue l'appui que nous avons de l'État, de notre maire, du département, de la région, pour nous aider dans ces démarches qui deviennent indispensables. Nous essayons également, chaque fois que c'est possible,
de porter des projets de production d'énergie renouvelable, même si les procédures sont compliquées. Mais on doit apporter notre part à la transition énergétique. La mobilité est également un problème sur nos territoires, je le dis à votre présence, parce que c'est la compétence de la région partagée avec les deux PCI. Je vous remercie de votre implication pour la défense du réseau ferré. C'est très important, c'est vraiment notre H lozérien, comme on l'appelle, est vraiment quelque chose de déterminant pour notre avenir, mais pas que, la route aussi pour notre désenclavement. Et on n'oublie pas l'organisation de la mobilité sur les derniers kilomètres, qui est également important, l'autopartage, le transport à demande, le transport scolaire. Tout ça fait qu'il faut vraiment qu'on soit mobilisé sur cette question, parce que c'est très important dans notre monde rural d'avoir une mobilité acceptable. Alors cette journée sera l'occasion de partager toutes ces thématiques. L'échange de savoir et le partage de connaissances sont des valeurs importantes et l'association des maires, adjoints et élus de la Lozère, se tient à vos côtés pour vous accompagner dans votre quotidien de responsable local. En conclusion, je renouvelle mes remerciements aux élus présents, à nos partenaires, aux intervenants aussi, ainsi qu'aux agents qui participent à la réussite de cette journée. Voilà, chaque maillon est important pour faire de la Lozère un département rayonnant où la qualité de vie est reconnue. Je vous souhaite à tous et à toutes une journée de partage et d'efficacité. Oui, c'est même. Oui, je pensais que c'était plutôt. Est-ce que le micro marche? Est-ce que vous nous entendez? Allez-y, madame. Bon, alors, monsieur le préfet, madame la présidente de région, chère Carole, monsieur le député, madame la sénatrice, madame la conseillère régionale, monsieur le vice-président de l'association des maires, monsieur le président du CDG, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs. Moi, je voulais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Je voulais saluer tous ceux qui ont participé de près et de loin à l'organisation de cette journée. Ces journées sont importantes parce qu'elles permettent de se retrouver, d'échanger, de travailler sur des thématiques qui sont importantes, en particulier aujourd'hui la démographie médicale. Et vous savez tous le travail que mène le conseil départemental sur ce sujet. Jean Lescure l'a abordé, ça a démarré dans les années 2010 et aujourd'hui on est quand même pas loin d'une trentaine, on est à 29 courses signées avec des médecins généralistes. Vous savez qu'on organise les week-ends découvertes, on accompagne aussi les projets de maisons de santé pluridisciplinaires, maisons médicales. Donc il y a tout un panel de réponses avec un comité départemental de démographie médicale qui permet d'avoir cette proximité avec les acteurs de la santé, et c'est essentiel en termes d'attractivité. Et pour répondre aux enjeux, je ne vais pas reprendre toutes les thématiques qui sont essentielles et que Jean a bien décrites, mais en tout cas sur l'enjeu d'accueil, de maintien et d'accueil de nouvelles populations, ça reste un sujet primordial. Donc je pense que cette journée va permettre d'avancer dessus. Ensuite, je voulais surtout saluer votre engagement, votre proximité. Vous êtes des relais pour nous. Vous savez que nous sommes à votre écoute, à vos côtés, et en tout cas, on a besoin d'être nourris de ces échanges parce que vous êtes les premiers contacts auprès de la population. Donc, merci pour tout ce que vous faites au quotidien pour le développement de notre territoire. Et le service public, alors vous savez que j'y suis en plus particulièrement attachée, mais le rôle du service public, il est prépondérant. Il est prépondérant parce que c'est le garant des valeurs de la République et du pacte républicain, et finalement, c'est ce qui fonde notre bien vivre ensemble, tous ensemble, sur le territoire national. Les combats, ils sont toujours là. Les combats pour un égal accès à la santé, à la sécurité, au secours. Je pense à la question de l'hélico, sur laquelle nous sommes tous mobilisés. Voilà. Après, je pourrais développer beaucoup d'autres sujets. Je voulais juste rappeler rapidement le conseil départemental, et je pense que vous le savez, nous sommes chefs de file des solidarités humaines, mais aussi chefs de file des solidarités territoriales. Et chef de file des solidarités territoriales, ça veut dire qu'aux côtés des autres cofinanceurs, que ce soit la région et l'État, sur lequel nous retrouvons aussi sur de nombreux dossiers, nous agissons et nous sommes sur le terrain à vos côtés. Ça prend des formes qui sont différentes
suivant les territoires, parce que notre objectif est bien de répondre aux besoins, au plus près en fait, d'adapter à vos besoins et à vos demandes. Donc ça peut être des fois une prise d'ouvrage directe, et je pense à ce qu'on peut faire sur les routes, ce qu'on a pu faire et ce qu'on est sur le point de terminer pour la fibre, puisqu'il nous reste 4800 prises à construire sur 60 000, donc c'était une gageure, donc on est quasiment au bout. Et ça veut dire qu'on permet de créer les conditions en fait du développement économique. C'est aussi lorsqu'on investit sur les collèges et bien d'autres thématiques. Et puis il y a toute la partie ingénierie qui vous est mise à disposition, et vous vous rappelez que lors d'une précédent salon des maires, on avait pu vous remettre en fait les cahiers d'ingénierie que nous avions réalisés et qui avaient vocation en fait de vous aider dans le portage de vos projets. Ce sont aussi des équipes en matière d'ingénierie départementale, que ce soit l'Ozère Ingénierie, le SATEP, le SATES, l'ingénierie de projet, l'ingénierie financière. Vous les connaissez, qui sont à votre service pour vous accompagner, faire émerger les projets et évidemment les accompagner. Et puis enfin, il y a aussi les subventions. Et vous connaissez tous notre dispositif contrats territoriaux. Nous en sommes à la 3e génération, c'est 40 millions d'euros. Faire réussir ensemble la Lozère. Et en tout cas, c'est ce que nous partageons. Et donc, je vous remercie en fait de cette dynamique départementale et que l'on puisse continuer à avancer tous ensemble au bénéfice de nos populations, de nos territoires. Merci à vous tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce salon des maires parce que, comme vous le savez, je suis très attachée à la fonction municipale. Nous avons la chance en Occitanie d'avoir 4500 communes. Certains disent que c'est beaucoup, moi je considère que c'est une chance parce que c'est autant de relais de terrain pour la présidente de région que je suis, car vous êtes les vrais indicateurs, du moral des Français, et puis vous êtes les vrais remparts pour faire en sorte que cette République française à laquelle nous sommes toutes et tous très attachés puisse être solide, et il faut toujours être à votre écoute. C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours conseillère municipale de mon cher village, après avoir été maire, mon cher village de Martre-Lausanne. Et je pense qu'en effet, de pouvoir garder un ancrage, cela permet d'être accessible. Et il est nécessaire, quand on est présidente d'une région de 6 millions d'habitants, qui est la 4e plus grande en termes de population en France, bien sûr, de pouvoir parler avec des grands patrons tels Airbus ou tel Alstom, mais aussi il est important de pouvoir répondre à des préoccupations quotidiennes. C'est cette conciliation qui est absolument nécessaire, et c'est tous ensemble que nous pouvons faire progresser cette société et lutter contre l'amorosité ambiante. Et je sais que là aussi, souvent vous êtes en première ligne par rapport à l'agressivité de certains de nos concitoyens. Je veux vraiment vous apporter tout mon soutien. Il ne faut pas lâcher, même si je sais que c'est difficile et que par moments vous pouvez avoir un sentiment de solitude, un sentiment d'exaspération. Nous sommes là en Pâques avec vous et en Lozère. C'est cette spécificité que nous cultivons, que nous voulons voir perdurer, c'est-à-dire de savoir travailler toutes et tous ensemble. La Lozère, elle a besoin d'avoir une équipe soudée. C'est ce que nous faisons avec Sophie Pantel, avec le conseil départemental. Voilà, nous travaillons ensemble. Avec Sophie, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on échange par texto ou par téléphone, en général tôt le matin, parce qu'on est plutôt toutes les deux les matinales, et c'est comme ça que les sujets peuvent se régler. C'est ce que nous faisons avec vous, les maires, avec les présidents d'intercommunalité, et c'est ce que nous travaillons aussi dans la main avec l'État, parce que nous sommes très attachés à ce que, au niveau central, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire à Paris,
il y ait une bonne connaissance de toutes les réalités françaises et ici, bien sûr, de l'hyper-ruralité. Et je pense, bien sûr, à Alain Bertrand, complice de Georges Frêche, qui avait su porter au plus haut la spécificité que nous avons dans nos territoires qui sont peu denses, mais qui ont un avenir. Je tiens à le dire, il y a un avenir, et ce n'est pas juste une phrase que j'assène pour vous donner le mental, c'est moi une conviction que j'ai de façon forte et qui correspond à une évolution sociétale. Nous avons toutes et tous vécu le Covid, la crise sanitaire, le confinement, et nous avons pu voir vraiment une évolution de notre société par rapport, par exemple, à la question du travail, où le télétravail s'est développé de plus en plus, où on a vu en fait une aspiration à avoir plusieurs travails dans une vie, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, être employé dans une banque et de devenir agriculteur, d'être ingénieur et de pouvoir devenir commerçant ou artisan. Et donc là, il faut que nous nous adaptions à cette aspiration d'avoir plusieurs métiers différents dans une vie. Mais une autre aspiration sociétale très très forte dans notre pays, c'est d'avoir une qualité de vie. Et ça correspond bien à notre projet politique, c'est-à-dire de stopper l'hypermétropolisation et de soutenir les petites villes et les villages d'équilibre. C'est absolument indispensable parce que par rapport à cette envie de vivre au pays, il faut transformer l'envie en acte. Et pour vraiment faire en sorte que les Françaises et les Français quittent les grandes métropoles et s'installent en territoire rural et de montagne, et il faut donner les conditions de vie du cadre. Alors, à Lozère, vous avez la chance, le cadre environnemental, naturel est sublime, donc là, il suffit voilà, de le préserver. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord de l'emploi. Et sur ce sujet, la Lozère, ces dernières années, objectivement, se porte très très bien, puisque depuis que je suis présidente de région, il y a maintenant 7 ans, la région, elle a aidé près de 3000 entreprises. Vous êtes Lozériens, vous mesurez ce que ça veut dire. Sur un territoire comme la Lozère, et on va dire de 80 000 habitants, hein, voilà, presque le Comminges, il y a d'aider quand même presque 3000 entreprises, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire qu'il y a une dynamique, parce qu'on aide aussi un projet. Et donc là, c'est un signal qui est important, et cela veut dire qu'il y a de la création d'emplois, il y a des entreprises qui sont solides, donc, financièrement, en Lozère, qui ont des projets de développement, mais ça veut dire aussi qu'il y a des nouvelles installations. Il y a des nouvelles installations, et je peux voilà, vous citer sur des entreprises qui s'inscrivent dans l'avenir, c'est ArcelorMittal, hein, qui est un grand groupe international, mais que nous avons aidé pour aller vers la mobilité décarbonée, puisqu'ils vont travailler sur des alliages qui vont pouvoir servir sur des voitures ou d'autres matériels de transport. Et ArcelorMittal va être la première entreprise en France qui va tester un électrolyseur à haute température. Pour vous faire le cours, c'est la production d'hydrogène vert avec une technologie qui est une première en France et en Europe. Et c'est sur le territoire français, c'est ArcelorMittal, donc en Lozère, qui va la tester. Et ça démontre qu'ils ont investi, nous les avons aidés puisque nous sommes actionnaires avec eux sur de l'immobilier. Ça veut dire qu'ils s'inscrivent durablement dans ce territoire, mais surtout, ils s'inscrivent avec des projets de développement qui, bien sûr, maintiendront l'emploi, mais surtout développeront des nouvelles compétences, ça veut dire des recrutements. Mais c'est aussi l'aide pour pouvoir mettre en place de la transformation de la viande de Lozère, comme nous avons fait à Langogne, où là nous aidons les éleveurs pour la découpe, pour la valorisation. Et ça, c'est vraiment des sujets qui sont essentiels, comme quand nous aidons à l'installation d'un boulanger dans un village de 550 habitants, parce qu'on sait qu'à travers ce commerce-là, c'est bien sûr une activité économique, en plus
un bien de première nécessité, mais c'est aussi une vie sociale qui va se développer. Donc la région est vraiment très impliquée sur la question de la création de l'emploi, parce que je crois bien entendu à la capacité d'émancipation du travail, au travail de valeur, et puis également il faut avoir des voies de connexion. Je salue l'action volontariste du département sur la question du train de débit. La région aide à hauteur de 4 millions, c'est ça, d'euros. Voilà, c'est bon. À hauteur de 4 millions d'euros, il puisse y avoir cette voie de communication. Mais quand on dit voie de communication, on pense à d'autres modes, en particulier qui sont plus terrestres. Donc, vous indiquez que sur la RN 88, nous continuons avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes à demander le transfert au gouvernement de région pour faire l'axe de transmission entre Toulouse et Lyon. Aujourd'hui, nous sommes dans des discussions un peu serrées, où nous considérons, Laurent Wauquiez et moi-même, que nous n'avons pas assez de crédit de l'État pour le transfert, mais la porte n'est pas fermée, nous continuons à faire valoir nos arguments. Bon, en termes de combattants, tous les deux, on n'est pas trop mauvais, chacun dans son style, mais on est quand même voilà, assez pugnace pour faire en sorte que nous puissions avoir les moyens financiers, c'est-à-dire le transfert des crédits qui étaient prévus pour pouvoir réaliser ces travaux, que ce soit bien sûr en Lozère et que ce soit aussi en Haute-Loire. Donc là, nous continuons à travailler. Vous avez vu aussi que nous avons eu une initiative commune sur le H lozérien, sur le H du Massif central. Nous avons besoin d'avoir des liaisons ferrées parce que la mobilité la plus décarbonée, c'est le train. Et à celles et à ceux qui sont encore en train de vouloir mettre en premier la voiture, ils sont déconnectés des réalités. On a besoin, bien sûr, de la voiture. Voilà, je suis à Commingeoise. Voilà, moi, dans mon territoire d'origine, j'ai même des villages à 5 habitants. Donc, je sais ce que c'est que l'hyper-ruralité. Et là, bien sûr qu'il y a besoin de la voiture. Et nous avons besoin aussi de proposer une offre ferroviaire. Et vous l'avez vu, nous avons décidé de mettre en place la gratuité pour le train et pour les cars des 12-26 ans. C'est une première en France et ça concerne 1 million de jeunes. 1 million de jeunes, donc c'est un vrai effort financier, parce qu'à un moment, il y a toujours quelqu'un qui paye, vous êtes maire, vous savez comment ça marche. Donc c'est la région qui va, bien sûr, compenser, soit auprès de la SNCF, soit sur son propre budget, développer la question des fameux cars Lyon rouges. Et puis, cela a été indiqué par Monsieur le Président. Là, nous parlons des grandes infrastructures, des grandes artères, mais il y a aussi le transport à la demande. Et là, nous travaillons avec les intercommunalités. Et je rappelle qu'en Occitanie, le déficit de ce service, il est financé à 70% par la région. Donc, quand même, quand on est président d'intercommunalité, on définit le bon circuit. Clairement, c'est vous qui connaissez le mieux les habitudes de vie de vos territoires. Et nous, nous venons pour vous aider à définir vraiment le bon service, parce qu'il y a des contraintes techniques qui sont quand même assez fortes. Et ensuite, on vient aussi pour financer à hauteur de 70% ce service. Et puis en Lozère aussi, nous avons été innovants. Il y a de ça, il me semble que c'était 3 ans, Sophie, on avait décidé de mettre en place des lignes pour la saison estivale, pour justement favoriser l'éco-mobilité, c'est-à-dire proposer un transport collectif sur des sites à une période où il y a une fréquentation touristique forte, où souvent aussi les Lozériens expatriés à Paris reviennent au pays et donc la population de la Lozère augmente fortement. Donc nous sommes vraiment sur ces sujets à la manœuvre avec des budgets qui sont conséquents, aussi bien l'aide aux entreprises que les transports. Et puis également, vous avez choisi que la thématique soit la santé. Je rappelle que la région a financé exceptionnellement, monsieur le préfet de région avait autorisé à ce que, ce n'est pas dans nos compétences, on a eu droit à une dérogation par rapport à la loi, donc financer l'IRM de l'hôpital de Mende. Nous continuons à structurer cet hôpital
bien sûr à travers du matériel de pointe, mais également à travers la formation. Parce que, tu l'as dit, Laurent, on a la chance d'avoir un personnel de santé qui est formidable, et il faut prévoir la relève, et c'est pourquoi nous travaillons avec Laurencio pour pouvoir relocaliser, agrandir, structurer, consolider l'Institut de formation et pour infirmiers, infirmières et pour les aides-soignantes et les aides-soignants au cœur de la ville, parce que moi je suis toujours très attachée à ce que les équipements publics soient au cœur des villes et des villages, parce que ça permet de soutenir la dynamique commerciale et ça évite d'avoir ces centres-villes qui sont déserts. Et puis également, vous le savez, nous recrutons des médecins. La région Occitanie salarie des médecins parce qu'il y a là aussi une évolution sociétale. Le médecin que nous avons connu, qui exerçait chez lui, où on allait sonner le dimanche matin, ding-dong, ou en général, c'est sa femme qui nous ouvrait, tout ça, ça a changé. C'est plus comme ça que ça marche. Et donc aujourd'hui, ce que nous demandent les jeunes générations, mais également des médecins qui parfois ont plus de 50 ans et qui ont assez du monde d'exercice libéral, nous demandent d'être salariés avec des horaires un peu plus encadrés et surtout de travailler dans une équipe pluridisciplinaire. Et c'est pourquoi la région salarie des médecins pour faire en sorte qu'ils s'implantent dans nos territoires ruraux, mais également dans certains quartiers des villes, parce que dans des métropoles, que ce soit Toulouse ou Montpellier, il y a des quartiers où il n'y a plus de médecins. Donc c'est un problème qui est vraiment national et nous apportons une solution de façon très concrète. Donc la région est là pour aussi vos projets communaux, intercommunaux. Elle ne peut pas intervenir sur tout, puisqu'il n'y a plus la clause de compétence générale. La région, elle ne peut pas intervenir sur les réseaux d'eau potable, sur la question de l'assainissement. Nous ne pouvons intervenir, par exemple, sur la question des écoles que sur l'aspect de la rénovation énergétique ou de l'accessibilité. Mais là, nous avons des interventions qui sont différentes mais complémentaires de celles du département. Quand nous sommes sur l'économie ou sur les transports, nous sommes à la manœuvre. Ça veut dire qu'on supporte, soit parfois seul, soit de façon très majoritaire ces investissements, mais sur d'autres missions, parfois on ne peut pas être là tout court, où on est dans des façons moindres, ou d'autres qui sont pour nous des priorités, comme l'accessibilité, comme la rénovation énergétique, comme le logement. Beaucoup d'entre vous étaient présents aux réunions du mois de mai que nous avons fait avec les maires et je vous ai indiqué qu'à la fin de l'année, nous allons revoir nos critères d'intervention pour le logement dans les communes parce que nous devons accueillir ces populations qui viennent et donc nous devons, en particulier dans nos villages, rénover du bâti qui a été laissé à l'abandon, qui est fermé. Et la rénovation, je sais ce que c'est, ça coûte très cher. Et puis, parfois aussi, il faut permettre également la construction, quand c'est besoin, de nouveaux équipements pour pouvoir accueillir ces populations. Et là, nous allons avoir un dispositif qui sera majoré par rapport à la production de logements, que ce soit logement neuf ou logement rénové. Donc voilà, nous sommes mobilisés à vos côtés. Je vais arrêter le florilège des interventions de la région, parce que sinon je serais intarissable. Mais vraiment, vous assurer que nous connaissons la réalité de votre quotidien. Nous avons des conseillers régionaux qui sont impliqués. Nous avons une équipe avec la maison de la région de Mende, voilà, une équipe qui est à vos côtés pour les questions de transport, pour les questions économiques, pour les questions de formation. Et nous continuons à faire en sorte qu'avec le transport scolaire gratuit, avec la fourniture des ordinateurs, la fourniture des manuels scolaires par la région, c'est la seule région en France qui fait tout cela, la question du pouvoir d'achat des parents soit vraiment prise en compte et qu'il n'y ait pas de frein à l'éducation, parce que ça c'est la première des conditions pour que nos populations se sentent respectées. Donc merci pour tout votre dévouement. Je sais que c'est pas simple, mais on est à vos côtés, on est en PAC,
vraiment pour vous aider dans vos projets et pour faire que vous ayez confiance dans l'avenir et bien sûr espoir dans votre territoire lozérien qui a de très grands atouts et qui a un très bel avenir. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer d'abord Monsieur le Préfet, la présidente de la région, que je connais, elle était députée, on avait fait une mission ensemble sur les services publics, la présidente du département, le maire de Mende, Jean de l'Escure, et puis vous toutes et vous tous, et les nombreux organisateurs, les collaborateurs, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, les présidents de comité de communes. Mon regret, c'est de ne plus pouvoir être maire. Parce qu'une loi scélérate nous dit qu'on ne peut plus. J'aurais bien aimé, pendant 17 ans je l'ai fait, et j'aurais bien aimé continuer à représenter une petite commune rurale de 350 habitants. Donc vous avez eu une vision de ce que le département fait, et il en fait beaucoup, ce que la région fait également. Et je savais aussi sur la 88, notamment, et je sais, les débats compliqués, régionaux et nationaux, très compliqués. Et vous avez donc une vision de ce que les deux grandes collectivités territoriales font pour vous accompagner dans leurs compétences. Je vais vous donner une petite vision de ce qu'un parlementaire peut faire. Vous êtes aujourd'hui de nombreux maires. Il y a 2000 hameaux habités dans ce département, ce qui complique l'action municipale. On est très conscient de la difficulté que vous avez à gérer des fois des collectivités. Alors je vais répondre sur le sujet de l'eau et de l'assainissement qui tient à cœur Jean de l'Escure. Il se trouve qu'au Sénat, Hélène, un sénateur, Marc, le sénateur d'Aveyron, avait repris une loi sur le transfert automatique pour donner latitude aux communes et aux EPCI. Cette loi, je l'ai reprise en tant que rapporteur. Malheureusement, le gouvernement a tout fait pour que cette proposition de loi soit examinée à 23 h. Et comme le débat s'arrête à minuit, on n'a pas pu aboutir au vote de la loi et on n'a pas pu modifier ce transfert automatique en 2026. Alors c'est un sujet récurrent, c'est un sujet qui passionne les élus locaux et on ne désespère pas, peut-être dans une orientation d'une nouvelle loi de décentralisation, de faire évoluer les choses et donner un peu de liberté aux communes, en tout cas celles qui le souhaitent. Donc c'est un sujet. Deuxième aspect, vous avez donné le thème de la santé. Alors c'est un sujet récurrent dans ce département et en milieu rural et périurbain, et même urbain maintenant. Je voulais simplement vous dire que je suis moi en mission gouvernementale sur la sécurité civile. Pourquoi cette mission confiée par la Première ministre? C'est qu'il y a aujourd'hui des difficultés, je pèse les mots, entre le ministère de l'Intérieur, entre le ministère de la Santé, et ces deux ministères travaillent peut-être un peu trop en silo, et il n'y a peut-être pas la coordination qui serait souhaitable pour que le transport de personnes, et par moyen héliporté, soit mieux coordonné. Donc je suis accompagné par 8 collaborateurs, les inspecteurs généraux. On va circuler sur l'ensemble du territoire français, sur les Outre-mer. Je reviens de Guadeloupe, où j'ai déjà fait une mission là-dessus. Ça explique que je n'ai pas mis la cravate aujourd'hui, parce que je reviens de la chaleur, et donc j'ai pris un peu cette liberté. Et on va essayer de voir 32 hélicoptères sécurité civile aujourd'hui. Combien faut-il en acheter? Pour l'instant, on a une projection à 40. Est-ce qu'il faut arriver à 45, 50? Je vous signale qu'un hélicoptère, c'est 14 millions d'euros. C'est quand même c'est pas facile. Et donc, on est en train de regarder comment mutualiser, comment réorganiser l'ensemble entre les centres hospitaliers, entre la gendarmerie, parfois la douane, les services douaniers et fiscaux, et puis avec la sécurité civile. Donc voilà un gros travail qui doit aboutir vers le 15 décembre, sachant que les deux ministres de la Santé et du ministère de l'Intérieur veulent traduire budgétairement les conclusions du rapport. Donc il faut que je sois assez prégnant d'ici fin novembre pour leur donner un certain nombre d'axes. Donc sachez que le sujet santé est un sujet qui est très important au niveau national. On a eu des débats au niveau de l'Assemblée du Sénat. Alors il y a deux thèses qui s'affrontent. Hélène, les mesures coercitives, les mesures incitatives. C'est un sujet qui est compliqué. Certains auraient souhaité qu'on soit coercitif sur des jeunes étudiants. Est-ce que c'est une solution? Le Canada l'avait un peu mis en application, mais ça n'a pas été une réussite.
Donc voilà, c'est un sujet difficile. Il y a des décisions qui sont prises et on espère encore avancer dans des débats à venir. Je voudrais également vous dire qu'un parlementaire, et je vous en remercie les uns les autres parce que c'est toujours un plaisir, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de maires qui nous écrivent, soit à la sénatrice, soit au député, pour des sujets parfois compliqués. Alors, même pour un député membre de la commission des lois et avocat de droit public, des fois des sujets très compliqués. Jean Delisco m'en a posé un qui n'était pas simple. Alors là, quand c'est pas simple, on a l'arme de la question écrite, donc la réponse ministérielle, et puis on a aussi la possibilité de saisir les ministères, parfois pour expliciter, pour comprendre un peu mieux les choses. Je pense notamment à la FCTO, FCTVA, qui posait quelques difficultés. Ça me permet d'aborder la relation avec l'État, et dire ici à l'ensemble des élus présents que depuis un certain temps, en liaison avec le préfet, on a à chaque question, à chaque difficulté, on essaye, chacun dans ses compétences respectives, avec le préfet, avec ses services, d'apporter des réponses. Et monsieur le préfet, vous le faites dans une orientation qui me tient à cœur. Vous savez, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur aujourd'hui, en dehors des ZRR, je n'en parle pas. C'est la différenciation, c'est-à-dire tenir compte de territoires qui ne sont pas les mêmes. Et puis le pouvoir de dérogation, qui est aujourd'hui dévolu par un décret de 2020 avec un arrêt du Conseil d'État de 2022, qui permet au préfet, dans certaines circonstances, d'avoir une certaine latitude. Alors c'est un sujet compliqué, sur lequel j'ai saisi le ministre Darmanin, parce qu'il faut faire attention à la jurisprudence administrative, et il faut faire attention à la responsabilité pénale. Mais je sais qu'à l'actuel, le gouvernement, Matignon, est en train d'analyser, à travers des instructions, comment donner un peu plus de latitude au préfet pour essayer, non pas de ne pas respecter le principe d'égalité ou de ne pas respecter la législation, mais parfois d'expliquer qu'il y a une réglementation qui pourrait être assouplie et qui pourrait mieux s'adapter à des territoires ruraux comme le nôtre. Donc ça, c'est un sujet éminemment compliqué, sur lequel il faut faire attention avec à la fois le Conseil d'État et à la fois les juges répressifs, mais on y est dessus, et je ne désespère pas. Il y a eu 55 décisions de dérogation l'année dernière, c'est un début. Vous en avez fait, vous, une dizaine, vous êtes un préfet qui accepte la dérogation, et ça, c'est tout à votre actif, parce que c'est quand même très plaisant. Alors c'est des sujets compliqués sur la constructibilité, sur les ânes, sur un certain nombre de choses. Combien de maires me disent on est toujours emmerdé, le terme est français, et comment faire pour nous débloquer tel ou tel dossier. On est là, même si des fois on a une vision ABF, architecte du bâtiment de France, un peu rigide, je l'ai dit, redit, à la fois à l'ABF, et comme des fois on ne comprend pas, que je le dis à la DRAC, que je le dis au ministère de la Culture, parce qu'à un moment donné, bloquer des dossiers, notamment sur Marvejols, ce n'est pas acceptable, parce que ce sont des dossiers publics d'intérêt général. Voilà. Donc je pars du principe que lorsqu'un maire, avec son conseil municipal, a décidé d'un dossier, il faut tout faire pour que le dossier avance. Dernière chose, on a essayé, et c'est également avec la sénatrice, au niveau du débat budgétaire, d'expliquer la spécificité de la Lozère, et donc que des dotations financières, que vous connaissez, la DETR, la DECIL, le Fonds vert et bien d'autres, soient plus ouverts, plus consistants pour les communes rurales, parce que si vous n'avez pas ces fameux 80%, 75-80% d'aide, d'accompagnement, vous ne vous en sortez pas, on le sait, et on fait tout pour essayer de vous accompagner, ensuite en liaison avec le département. Voilà, c'est un message très positif, très valorisant dans vos actions. On sait les difficultés, on sait ce que vous rencontrez parfois, on sait aussi les critiques. Vous êtes à hauteur de baffe souvent, mais on est là, et en tant que parlementaire, député depuis 21 ans, on fait tout pour essayer de vous accompagner et de vous aider. Voilà, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, d'affection. On est là, vous n'êtes pas seul. On essaye de traiter ce territoire en équité, et vous êtes les centaines de sentinelles de ce territoire, et vous êtes là pour essayer d'apporter un peu de mieux vivre à notre population. Merci de votre attention. Monsieur le député, madame la sénatrice, madame la présidente du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le président du centre de gestion et maire
demande, Monsieur le Vice-président de l'Association des maires, Mesdames et Messieurs les élus, agents territoriaux, acteurs du développement de ce département, il ne vous aura pas échappé que nous sommes en période électorale, vous êtes aux premières loges, et qu'il eût été normal que le préfet s'abstienne de venir. Je n'ai pas voulu le faire pour 3 raisons que je voudrais évoquer brièvement. D'abord, c'est parce que je ne voulais pas me priver du plaisir de vous dire merci pour votre action, vous rappeler que l'État est à vos côtés, et remercier à vos côtés aussi vos collaborateurs, vos secrétaires de mairie, agents techniques, qui font un travail remarquable et sur lesquels nous-mêmes, service de l'État, nous nous appuyons parfois pour vous épargner quelques difficultés. L'administration est élaborée dans notre pays, c'est un site de développement, mais c'est aussi source de complications qu'il nous faut assumer ensemble. Et vos collaborateurs, avec vous, nous y aident puissamment. Je voulais également vous assurer, et c'est aussi le sens de cette présence brève, je m'excuserai juste après, que vous puissiez parler de tous les sujets auxquels je n'ai pas le droit de prendre part pendant cette journée, vous rappelez notre volonté partagée de coordination entre les financeurs. J'ai mis en place l'année dernière une conférence des financeurs avec le conseil régional, le conseil général, mais également interne au service de l'État, avec l'agence de santé, avec les agences de l'eau. Ce n'est pas encore parfait, mais nous arrivons à progresser dans nos volontés de coordination, et désormais, maintenant que les dispositifs de la région sont en place, je crois que tous ont été adoptés, nous allons pouvoir être plus performants et vous éviter ce parcours du combattant qui est celui de la recherche de moyens. Alors je ne suis pas un apôtre des 80% systématiques, mais je sais que dans certains cas, il est nécessaire d'aboutir à ces niveaux pour que vous puissiez engager des travaux lourds, notamment en matière de services publics tels que l'eau et l'assainissement. Donc je ne rechigne pas à vous aider au maximum, mais il y a parfois des domaines dans lesquels on espère que les communes se satisferont d'un peu moins pour laisser la place aux autres. Parce que certes, nous finançons des centaines de projets, certes, les moyens des collectivités, départements, régions et ceux de l'État sont conséquents, mais ils ne suffiront jamais. En général, vous demandez 2 à 3 fois plus que ce dont nous disposons. Alors même s'il y a une part d'abattement dans les dossiers avec certaines choses qui ne se feront pas ou moins chères que prévu, ça arrive, plus souvent que vous l'imaginez, parce que parfois nous avons les yeux plus gros que le ventre, nous voulons avoir de très beaux projets et nous rencontrons finalement quelque chose de plus sommaire. Eh bien, ça ne suffit pas, donc il faut trier, essayer de promouvoir ce qui va se faire rapidement, parce que la rapidité d'exécution des projets est aussi une marque de qualité des projets et donne envie aux financeurs d'y revenir. Les subventions ouvertes il y a 7-8 ans qui ne sont pas utilisées ne donnent pas très envie de revenir. Je voulais également venir vous dire 2 mots, parce que au-delà de moi qui vais m'éclipser, les agents de l'État qui tiennent un stand et qui seront heureux et flattés de votre visite, donc vous pourrez y parler sécurité, déclaration obligatoire des armes, vous pourrez y parler développement du territoire avec la DDT, vous pourrez parler finances publiques avec la DDFIP. Je vais oublier 1 ou 2 services qui viennent aussi passer du temps ici. Vous leur ferez vraiment plaisir à passer, leur dire 2 mots, et peut-être que ça vous sera utile, même sans doute pas. Vous pouvez avoir les vidéoprotections aussi. On a vu avec l'affaire extraordinaire de ce camion de pompiers, pourtant rouge. Nous avons mis quand même 4 heures à trouver, mais ça a été rapide, parce que bien que la vidéosurveillance, comment dire, la vidéovigilance pouvait être utile pour aller vite sur une résolution d'affaires et éviter un psychodrame et la une des journaux nationaux disant que les Lozériens n'étaient pas fichus de trouver un camion rouge dans un territoire vert. Nous l'avons trouvé et j'étais très fier pour vous et moi rassuré, parce que la présidente aussi, c'est quand même des sommes importantes. Donc je ne vous parlerai pas des subventions dans le détail, je ne vous parlerai pas de la hausse des dotations pour 98% des collectivités de Lozère, de tout ce qu'on fait bien. De ce qu'on fait moins bien, vous pourrez m'en parler en aparté, il n'y a pas de souci. Et je ne vous parlerai pas des élections à venir, sauf pour vous dire que le scrutin aura lieu Faubourg-Montbel. Ne vous trompez pas, surtout si c'est arrivé à 11h-5. C'est Faubourg-Montbel qu'il faudra se rendre. Passez le message aux délégués qui votent à vos côtés. La République repose sur les scrutins, c'est pas indécent d'en parler, même si ça oblige à certaines réserves. Et il faut expliquer, tous les jours expliquer que le vote individuel, pour toutes les élections, est la base de la vitalité démocratique. La démocratie caractérise la France et quelques autres pays, de moins en moins nombreux sur la planète,
mais il y a beaucoup de votes fantoches, vous le savez très bien, et il faut être fier de ça et expliquer que de ne pas aller voter, ça n'est jamais une solution. Alors je sais qu'au sénatorial, ce n'est pas le cas, ça n'est jamais une solution, c'est l'acceptation de décisions par d'autres, et nous sommes acteurs de notre développement. Voilà, et comme vous êtes les premiers acteurs, je voulais vous le dire, et maintenant, au revoir, passez une belle journée.